Le 22 mai 2017, entretien avec messieurs Charnay et Wojcik, mené par Camille Palloc-Bergès et Valérie Schaffer à l'ISCC. Bonjour messieurs. Alors, on est heureux de vous avoir, Monsieur Charnay à l'image et Monsieur Wojcik de façon audio, c'est-à-dire pas par téléphone. Monsieur Wojcik, vous nous rappelez, vous nous appelez, ou nous vous appelons plutôt à quel endroit? Strasbourg. Actuellement, je suis à Strasbourg. À Strasbourg, voilà. Donc, on a une liaison Paris, une liaison Strasbourg, et tout ça pour interroger avec vous votre découverte du web, le rôle que vous avez joué dans cette histoire française. On pourra revenir éventuellement sur celle des réseaux et poursuivre au-delà du début des années 90 à travers également vos parcours. Donc, messieurs Charnay et Wojcik, la première chose peut-être, c'est vous demander comment vous découvrez le web, à quel endroit, nous retracer alors quel était votre parcours, votre carrière, comment vous vous connaissiez, et le rôle que vous avez joué dans tout cela. Et on se permettra avec Camille, par moment, si vous nous êtes d'accord, de vous interrompre, de demander des précisions. Voilà. Donc, qui veut commencer? Allez, je vais laisser à Voy, puisque c'est lui, en fait, qui a attrapé le premier bout de la ficelle. Donc, je vais lui laisser raconter cette partie-là, puis après, on échangera. Voy? Ok. Donc, mon histoire, ça a commencé au centre de calcul INDP3 à Lyon. J'étais déjà ingénieur là-bas depuis certain temps, à cette époque-là. Et je me suis occupé surtout des développements et assistance aux utilisateurs, ça veut dire pour aider des utilisateurs, ça veut dire des chercheurs de INDP3, qui étaient nos clients entre guillemets, et d'écrire des programmes et tourner des programmes sur nos machines à Lyon pour analyser les données pour la physique de haute énergie. Et à ce titre-là, j'avais des contacts avec d'autres laboratoires européens et aux États-Unis. Et on avait systématiquement des rencontres, des conférences, des réunions, etc. Donc il y avait notre problème, si vous voulez, qui se posait, c'est des problèmes de collaboration à distance, en sachant que les chercheurs, disons ce qu'on voulait développer pour les chercheurs, c'était des moyens de collaborer pour préparer des publications scientifiques, en sachant qu'il y avait des équipes qui étaient un peu réparties sur 4 continents. Donc l'idée, c'était de trouver un moyen rapide, parce que c'est le temps qui compte pour publier une découverte, c'est pour être le premier et pas se faire dépasser par quelqu'un d'autre. Donc par une équipe à distance. On ne peut pas toujours se déplacer à cette distance-là entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Donc, il y avait à l'époque certaines idées qui existaient au CERN à Genève. Le CERN, c'est l'Institut européen de recherche nucléaire qui travaillait sur la même problématique que l'INDP3 en France. Et nous, on avait des contacts avec les gens des centres de calcul des CERN, et qui avaient déjà des systèmes de développement, de documentation. Il y avait déjà des premières idées de faire des documentations avec approche un peu des systèmes par les mots de clés et par pour formater les textes, c'est ce qu'on a actuellement dans tout le traitement des textes, mais ça commençait là-bas pour développer des systèmes de traitement de documentation scientifique, pour créer et pour
envoyer, corriger facilement. Et il y avait déjà des réseaux, je pense que Daniel est mieux placé pour raconter l'histoire des réseaux à INDP3 et en Europe, entre INDP3 et CERN. Et on pouvait envoyer par réseau, un peu comme actuellement on fait ça par email, et envoyer des fichiers pour corriger, etc., renvoyer. Mais il restait toujours le problème qu'il n'y avait pas un exemplaire unique quelque part de référence. Et ce qui s'était développé au CERN, bon, ça c'est l'histoire du web mondial, vous savez, les Tim Berners-Lee avec quelques collègues, ils ont développé une idée d'avoir un mode, ce qu'on appelle souvent client-serveur, ça veut dire qu'il y avait un endroit où le document est stocké dans un serveur et on peut accéder à distance via réseau à ces documents en les corrigeant et déposant de nouveau sur le serveur. La prochaine utilisateur accède déjà au document qui est toujours à jour. L'idée c'était d'avoir un mécanisme comme ça. Et l'histoire du web, c'est un peu ça. Ils ont commencé comme ça. L'idée c'était de trouver une méthode de collaboration à distance via réseau informatique qui existait déjà pour des échanges de données, des données scientifiques dans notre domaine de physique de haute énergie. Alors, je vais peut-être vous interrompre. En septembre 1992, on a organisé avec CERN conjointement à Annecy une conférence sur la computing, sur le calcul dans la physique de haute énergie, ce qui s'appelait Computing for High Energy Physics. C'était une conférence internationale qui s'est déroulée systématiquement tous les 18 mois, je pense, dans différents endroits, une fois en Europe, une fois aux États-Unis, etc. Et en septembre 1992, c'était INDP3 conjointement avec CERN organisait ça à Annecy, en Haute-Savoie. Donc, à cette conférence-là, il y avait Tim Berners-Lee qui présentait officiellement son projet de ce qu'il appelait déjà web. Et c'est là où il y avait déjà première démonstration de fonctionnalités en temps réel, de comment ça marche, ce mécanisme qu'ils appelaient à l'époque le web. Et il a expliqué un petit peu son protocole d'échange qui est basé sur HTTP, HTML, etc. Donc, moi, bon, j'étais à cette conférence. Après le retour à Lyon, bon, j'ai dit pourquoi. On a déjà une machine, un computer, un mini-computer qui s'appelait Next, qui était capable de faire ça parce que les programmes tournaient sur ce computer. Donc on a dit on va installer et conjointement avec mes collègues, bon, il y a Daniel peut donner des détails encore plus percutants pour dire que voilà, on a fait premier site web en France qui s'appelait info.indp3.fr. Alors, on va... À la mode du CERN, qui CERN s'appelait aussi InfoCERN-CH. Donc voilà, ça c'est, disons, brièvement l'histoire des premiers sites web en France qui étaient installés déjà en septembre 1992 au centre de calcul INDP3 à Lyon, qui était le site qui contenait certaines informations sur le centre de calcul et sur certains laboratoires INDP3,
Ou même pas au début, souviens-toi, au début, on avait mis la photo du centre, l'adresse, le numéro de téléphone, le fax et 3 pointeurs qui étaient un pointeur sur le CERN, tu te souviens, un pointeur sur DESY à Hambourg et l'autre pointeur, je ne me rappelle plus, c'était sur quel site américain, le NCSA, non? Ou je sais plus quoi. Non, c'était Slack, le Slack. Stanford. C'était le CERN. Tout de suite après, comme les Bibo White étaient au CERN et qui travaillaient à Stanford normalement, C'est Stanford. il est rentré vite à Stanford pour installer le site web au SLAC, donc le centre de accélérateur linéaire à Stanford qui collaborait avec nous. Donc, premier c'était CERN, Stanford. Et DESY. Troisième, c'était NICEF, donc l'Institut de physique nucléaire à Amsterdam. Et après, il y avait DESY à Hambourg et nous. Voilà. Donc on avait mis ces 4 pointeurs sur la page. Bon. Donc tout ça, ça s'est passé pratiquement en un mois de différence, quoi. Alors, on va vous poser quelques questions. Je vais me tourner vers Monsieur Charlet, vers vous, pour reprendre déjà sur cette première période, Monsieur Wojcik, que vous nous avez un petit peu présentée. Si on revient sur ce que vous nous avez dit, il y avait cette volonté d'une écriture, de collaboration, d'échanger des documents. Alors, facilement. Voilà, vous utilisiez déjà le file transfer protocol. Voilà, du mail. Du mail, ouais. Tous les protocoles qui existaient déjà sur TCP/IP qui permettaient de faire des transferts, effectivement, FTP, étaient utilisés. Mais il n'y avait pas de possibilité de centraliser l'information dans un point et de dire à tout le monde accéder à ce point-là, vous pouvez y aller n'importe quand et trouver de l'information. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre de l'information et de la mettre. La grande idée du web, de la mettre de façon très simple, avec un langage extrêmement simple, qui était HTML, qui est très permissif, vous pouvez faire n'importe quoi, ça marchait à tous les coups, sur un protocole aussi extrêmement simple, qui s'appelle HTTP. Donc c'était ça, l'idée c'était échanger du document dans des collaborations scientifiques qui étaient réparties sur la planète. C'est l'idée de départ de Tim Berners-Lee. Je pense que vous voyez pas plus loin que ça, hein, l'histoire du web qui devient un web commercial, un web d'information. À cette époque-là, ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment le document scientifique qu'on s'échange. Oui, je confirme cette idée, parce que la preuve, c'est que pendant 2 ans, je pense, le nombre de sites web au monde atteignait peut-être 200 ou 300 sites. Et une fois que les gens ont compris qu'on peut faire du business avec, ça a explosé, ça comptait des millions tout de suite. Des millions de sites. Actuellement, je ne sais pas combien il y en a. Mais c'était... L'idée de Tim Berners-Lee était géniale parce que c'était un protocole qui était tellement général qu'on pouvait mettre là-dedans tout pratiquement. Des photos, des documents, des vidéos, n'importe quoi. Et des textes, et tous les traitements de textes avec HTML, avec des balises pratiquement les mêmes que SHTML, etc. Donc, et tout ça, ça existait déjà. C'est un assemblage, on va dire, c'est un assemblage de technologie. GML. Donc, c'était déjà un standard GML à l'époque. Donc, là, c'était, disons, le génie des teams, c'était de ramasser des choses qui existaient, tout existait, mais ramasser dans un système qui permettait d'avoir tout ça à distance. Ça veut dire faire des vrais protocoles type serveur-client. Oui, il y a une clé. Bon, Daniel, tu parles. C'est intéressant que vous reveniez sur cet aspect documentaire. Moi, j'ai une question un tout petit peu décalée, mais qui est en lien. À votre avis, pourquoi dans le milieu de la physique? Parce que ce que vous êtes en train de décrire, ça pouvait servir
à la grande majorité de la communauté scientifique. Pourquoi le milieu de la physique? Pourquoi le milieu de la physique? Ah, C'est simple, c'est parce que les expériences étaient... C'était des gens qui étaient répartis sur toute la planète qui faisaient la même expérience. C'est uniquement ça. Dans aucun autre domaine scientifique, on avait des expériences où il y avait des équipes dans le monde entier. Donc la raison, elle est simplement là. Il y avait sur toutes les expériences qui se passaient au CERN ou sur les grands accélérateurs de particules aux États-Unis, les équipes étaient mondiales. Et aussi la physique, le milieu de la physique avait une histoire assez longue, comme le rappelait M. Wojcik, en termes d'utilisation, de développement et d'utilisation de réseaux scientifiques, de réseaux informatiques. De réseaux informatiques, oui. Mais disons que les réseaux informatiques, c'était assez généraliste, alors que vraiment le web est parti du domaine de la physique. Et cette problématique de dire, dans une même expérience, il y a des gens de partout, comment on fait pour s'échanger facilement, instantanément du document. C'était... Mais ça a été très bref, hein. Ça a été très bref. Daniel, les outils pour préparer l'expérience et faire tourner l'expérience étaient uniquement dans 2 ou 3 endroits au monde, parce que c'était, disons, comme CERN, c'est une organisation au niveau européen. Il n'y a aucun pays qui peut se permettre de créer ces appareils qui sont au CERN. Aux États-Unis, c'était la même chose. Il y a 1 ou 2 centres pour tous les États-Unis. Par contre, les chercheurs étaient pratiquement dans chaque université ou dans chaque centre de recherche. Donc il y avait des dizaines, des vingtaines des équipes qui travaillaient sur le même équipement qui était au CERN ou aux États-Unis. Bon, après, il y avait un équipement aussi au Japon. Donc, ça c'était, disons, ça crée une nécessité de collaborer et bien sûr, bon, collaborer à distance, ce qui était le mieux pour aller le plus vite, parce que si ils se rencontraient une fois par an dans une conférence pour discuter, c'était trop tard parce qu'il fallait aller vite, quoi. Bon, s'il y avait une découverte, faut les vérifier et publier le plus vite possible. Donc, d'où nécessité de développer ce type de techniques comme web. Et en général, la physique de haute énergie était toujours en avant-garde de l'informatique et électronique. Parce que dans l'expérience de physique de haute énergie, les équipes électroniques étaient toujours en avant-garde, avant bien de certaines industries électroniques. Je vais vous poser 2 questions à l'un et à l'autre. Alors, première chose, avant, il y avait quand même des solutions avant le web, alors peut-être plus complexes, mais il y avait Gopher et d'autres. Voilà, c'est les ancêtres, on va dire. Hein. Vous les utilisiez déjà? Pas tant que ça, non. C'était pas généralisé comme c'est généralisé instantanément le web. Avant, essentiellement, c'était du FTP. Par exemple, les grands serveurs, le premier serveur d'articles scientifiques qui existait sur la planète, qui s'appelle Archive, qui a été développé par FinSpark à Los Alamos, les chercheurs, pour envoyer leurs articles scientifiques, utilisaient simplement du FTP. Ou du mail dans lequel leurs articles étaient mis. Donc rien ne s'était généralisé aussi bien que l'a fait le web. Et encore une fois, moi je suis persuadé que c'est la simplicité qui a fait... Et le côté ludique. Il faut voir aussi que le web avait eu tout de suite, instantanément, un côté ludique. Je pouvais mettre non seulement des informations scientifiques, mais une photo. S'il y avait une conférence, je pouvais mettre la photo des gens de la conférence, etc. Donc ce côté ludique a joué aussi énormément. C'était facile, c'était simple, c'était ludique, les gens s'en sont emparés naturellement, quoi. Mais on dit souvent que c'est à partir de 93 et de l'arrivée de Mosaïque notamment, que toutes les fonctionnalités graphiques, tout ça va devenir beaucoup plus ludique. Vous sentez, vous avez déjà le sentiment de cette facilité? Oui, mais aussi du côté... C'est Mosaïque qui a effectivement popularisé l'accès au web avec un navigateur qui marchait sur toutes les plateformes. Il faut voir que Next, sur lequel ça a démarré, est mort presque aussi vite
comme je vous disais tout à l'heure, qu'il est né. Tim Berners-Lee a développé son système sur Next. On avait acheté une dizaine de Next à l'IN2P3, c'est pour ça que le premier a démarré là-dessus. Mais Next s'est arrêté quasiment instantanément. Steve Jobs s'était planté avec Next. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, on a transporté quasiment cette première page web qu'on a faite avec Wojcik dès l'origine, est restée un peu dans l'état, mais on a commencé vraiment à développer quand on a transporté le serveur sur une machine Ultrix, donc une machine d'origine digitale. Next n'a pas eu la chance, c'était un précurseur, c'était la meilleure machine qui puisse exister, et elle est morte quasiment instantanément. Alors, on va revenir un peu sur ces pages, sur votre rôle aussi, puisque M. Charny, vous ne nous avez pas encore dit ce que vous faisiez à l'époque, vous, à l'IN2P3. Avant, je reviens encore sur quelques petits points de ce qu'on a abordé. J'aimerais qu'on revienne, pour M. Wojcik comme pour vous, sur cette expérience de la conférence donc, de 92 à Annecy, c'est-à-dire Tim Berners-Lee fait une démonstration. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Quelles sont les réactions dans la salle? Comment, de la démonstration à l'installation du serveur, les choses se produisent? D'autant que, si je ne me trompe pas, le web n'est pas encore totalement dans le domaine public. Donc, comment ça se... Si, c'était dans le domaine public tout de suite. Si? Tout de suite. Le CERN, tout ce qui était fait au CERN était mis dans le domaine Tout ce public. qui se fait au CERN, c'est automatiquement dans le domaine public. D'accord. Il n'y avait aucun, brevet déposé, rien. Le CERN n'a pas le droit. C'est une organisation qui est basée sur collaboration des pays européens et c'est absolument ouvert et public. Donc, Ils auraient pu. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est développé tellement vite. Ils auraient pu tout à fait, même légalement, le CERN déposer un brevet sur le web, s'ils avaient voulu. Le CERN pouvait prendre des brevets, ça n'a pas été fait. On peut se dire que si le CERN avait pris un brevet en disant, pour chaque serveur web qui va naître dans le monde, je prends 50 centimes d'euros, on aurait financé la recherche en physique des particules pour les 20 ans qui suivaient, quoi. Même si elle est très chère, parce que le nombre de serveurs a tellement explosé. Mais ce n'était pas dans les habitudes. Donc, le CERN développait un logiciel, une librairie, il le mettait dans le public tout de suite. Moi je n'ai pas le sentiment, au tout début, qu'il y ait eu un engouement en disant tiens, voilà, on a inventé le truc du siècle, etc. Moi, j'en veux pour preuve, je sais pas si moi, j'ai eu le sentiment, Voy, que pendant suite à l'installation de la première page, ça a végété pendant une année où ça bougeait pas plus que ça. C'est pas ton sentiment. C'était un truc comme un autre. On n'a pas compris tout de suite, je parle des utilisateurs, que c'est vraiment une révolution dans la façon de travailler pour les chercheurs. On peut dire que c'était le premier outil de mise en réseau, quoi, de mise en réseau d'informations. Oui, vas-y. Est-ce que cette première page web, vous pouviez la monitorer, entre guillemets? Est-ce que vous aviez déjà des statistiques? Non, aucune. Alors, le premier, et Voy ne va pas me contredire, je me souviens, la première installation qui a été faite, ça a été de poser brutalement au sens informatique du terme, brutalement un serveur HTTP sans l'environnement qui a tout... Maintenant, quand on installe Apache, on a quasiment tous les outils pour avoir des statistiques d'utilisation. Au début, on avait quasiment que des statistiques réseau. Donc, moi, j'ai pas le souvenir, moi je me trompe, tu me diras, oui, j'ai pas le souvenir qu'on se soit amusé à regarder qui se connectait sur le serveur, combien de fois, combien d'accès. C'est beaucoup plus tard que c'est arrivé. Beaucoup plus tard, c'est arrivé avec ce premier serveur HTTP qui a été mis sur la machine de Voy était le serveur HTTP du CERN, donc assez basique. Il a fallu attendre, pour que vraiment il y ait des outils autour des serveurs web, il a fallu attendre la fondation Apache qui a mis en route le premier serveur Apache. Je ne sais plus à quel moment ça arrive plus tard, pas tellement plus tard, mais à partir de ce moment-là, on commence à avoir un serveur qui est plus professionnel, serveur au sens informatique du terme, des outils plus professionnels.
Donc c'est là que ça commence à l'IN2P3 à exploser, à savoir que chacun des 17, je ne sais plus, on était 16, 17 laboratoires, à l'époque peut-être 15, je ne me souviens plus. Chaque laboratoire commence à installer un site web et les informaticiens s'en emparent. Hein. Il faut bien voir que dans l'histoire du web, au début c'est une histoire d'informaticiens. Quelques années plus tard, ça devient une histoire de communication. Hein. Pendant un certain temps, le site web de l'IN2P3 et les sites web sont gérés par des informaticiens qui mettent un peu dessus ce qu'ils veulent, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Il va falloir attendre quelques années pour que les directions, la communication commencent à y croire et à s'y intéresser. Moi, j'ai une toute petite anecdote à vous raconter. Vous s'en rappelle peut-être. Quand on a installé le premier site web, on avait un directeur qui était un directeur assez... quelqu'un qui s'appelait Jacques Ganouna, et on lui a montré le web avec Wojcik. Le directeur de l'IN2P3 n'y croyait pas du tout. C'est un truc pour vous amuser, c'est ludique, je comprends que vous vous intéressez, mais en gros, ça sert à pas grand-chose. Et il m'avait dit, vous allez faire des pages web pour IBM, parce qu'il était très lié à IBM, on avait des machines IBM. Et j'avais pris le journal d'IBM et j'en avais fait 4 pages web pour montrer ce que ça pouvait être, naviguer dans les pages de journal, etc. Les gens d'IBM sont venus regarder ça, ils ont rigolé en disant ça ne servira jamais, ça ne marchera jamais votre truc. Hein, et donc c'est devenu une histoire d'informaticiens qui ont vu plus tôt que les autres qu'on allait pouvoir en faire quelque chose, mais les directions, il faut bien être conscient que les directions s'y intéressaient pas, considéraient qu'il a fallu à un moment que les directions s'aperçoivent que c'était un truc dangereux, parce qu'on pouvait mettre de l'information qui commençait à être vue un petit peu de partout, pour que Claude Détraz, directeur, donc je vous dis, qui est au 4e étage de ce bâtiment dans lequel on est, dise maintenant on va un petit peu regarder ce qui s'y met, le centre de calcul va fédérer ça, et on a commencé à regarder ce qui se mettait dans les laboratoires et à vérifier qu'on mettait de l'information scientifique et pas tout et n'importe quoi, puisqu'on avait vu fleurir sur les serveurs de l'IN2P3 des services commerciaux. C'était un peu plus tard, mais quelqu'un d'Annecy avait fait le serveur des cuisines Vogica. Pour rebondir sur ce que vous dites, donc le centre de calcul, c'est un lieu important de la possibilité de développer ça. Vous pouvez d'ailleurs nous rappeler quelle position vous aviez aux côtés ou en parallèle de Wojcik. Alors moi j'étais... Wojcik a dit que lui était au développement et à l'assistance utilisateur. Moi j'étais dans le groupe réseau. D'accord. Donc le groupe réseau, c'est un groupe qui à l'origine faisait des liaisons entre les laboratoires de l'IN2P3 et ce centre de calcul qui était d'abord à Jussieu puis après à Lyon. Donc je me suis occupé personnellement des divers moyens d'accès. Hein, à l'origine il n'y avait pas TCP/IP, hein, donc on utilisait d'autres services pour communiquer. Donc, comme par exemple les services les liaisons qui étaient propres à IBM, entre machines IBM, donc le CERN avait des machines IBM. Comment ? Le réseau EARN. Le réseau EARN, tout à fait, et des protocoles particuliers de mail qui s'appelaient Note à l'époque, des choses comme ça, c'était des réseaux qui étaient avant TCP/IP. Hein, TCP/IP a été installé au centre de calcul, alors qu'il était déjà installé à Lyon, etc. On avait eu d'autres réseaux avant. Le réseau des machines IBM et les réseaux de la physique des particules, qui étaient à cette époque-là essentiellement des machines IBM, était un réseau qui s'appelait SNA. Oui, bien sûr, et System Network Architecture, oui. SNA et SNI. Et FINET et EPNET, qui étaient des réseaux plutôt... EPNET, c'est le réseau de la physique des hautes énergies. FINET, c'est le réseau de l'IN2P3. Donc c'est le réseau de ces 17, entre 15 et 17 laboratoires qui s'est fait et qui a été installé par le centre de calcul en installant le réseau TCP/IP qui démarrait. On ne savait pas. À l'origine, on ne savait pas ce qu'on allait... On était persuadé quand on a démarré les réseaux à l'IN2P3 que l'avenir, c'était le réseau X25. Donc le premier réseau qu'on a développé vraiment entre les laboratoires et le centre de calcul, c'était le réseau X25, sur lequel on ne pouvait pas faire grand-chose. C'était un réseau qui était lent, qui était lourd à gérer, etc.
Il a vécu un certain temps, et puis très vite, TCP/IP commençait à se répandre. On a abandonné le réseau du 25, on a mis en route le réseau TCP/IP. Donc avec tous les services TCP/IP, mailing. Et tout ce qui est réseau IBM, SNA, Finet, tout ça, ça cohabite. Ça cohabitait, ouais, c'est ça, oui, hein. il y avait des passerelles, Ouais. des passerelles qui avaient été développées à droite et à gauche entre ces différents réseaux. Entre IBM par exemple et le réseau des VAX, qui étaient les ordinateurs qui étaient dans les laboratoires, on utilisait un protocole qui s'appelait, enfin un réseau qui s'appelait Janet, qui avait été développé par les Anglais, Par les Britanniques, avec des routeurs spécialisés qui s'appelaient des boîtes d'Édimbourg, je me souviens, enfin bref. Il y avait toute une quincaillerie qui marchait plus ou moins bien, qui était plus ou moins efficace. On n'avait pas la stabilité des réseaux qu'on a obtenus quand on a fait le réseau TCP/IP basé sur des machines Cisco. Une petite question sur ces passerelles, mais c'est une question qui vaut aussi pour vos premières expérimentations avec le web. Est-ce que, selon vous, ça se faisait plutôt de personne à personne ou de service à service? Qu'est-ce qui stimulait, par exemple, de créer une passerelle avec Jeannette ou avec... L'échange de données, Janet, c'était de l'échange de données, c'était un protocole de type FTP qui permettait d'échanger des données entre toutes les machines. La problématique, et c'était plus d'ailleurs de l'échange de données que de l'échange de documents. Oui. C'était, même si on n'arrivait pas encore avec ces réseaux à échanger des données de façon suffisante et instantanée, il faut voir que la production des expériences du CERN, la masse de données était telle qu'elle ne pouvait pas circuler sur les réseaux. Elle ne pouvait circuler que sur des bandes magnétiques à l'origine qu'on transportait par des camionnettes. Le réseau, c'était camionnette. C'était pas encore Jeannette. Donc c'est plus tard, avec la montée en puissance des réseaux, du débit des réseaux, qu'on a pu vraiment échanger. Mais c'était vraiment le but d'échanger des données. Les données des expériences, pas les données brutes, parce que c'était trop volumineux, mais des premières données qui étaient déjà triées, il fallait les ramener sur les ordinateurs de Lyon pour faire des calculs dessus, des tris. Donc dans le cadre de projets de recherche, en fait, collaboratifs et internationaux. C'était tous des projets de recherche internationaux. C'est après que le web a commencé à être utilisé. Je vous l'ai dit, on a développé ensuite aux ondes de calcul un petit annuaire réparti, puisque le protocole LDAP n'existait pas encore. C'est plus tard qu'est devenue une partie administrative, que les administratifs ont commencé à dire c'est bien ce truc-là, on va pouvoir mettre on a commencé à parler d'intranet et à mettre des informations sur les intranets sur lesquels les gens... Mais voilà, donc c'est assez surprenant, parce que moi je suis allé aux États-Unis une fois chez ma fille qui habitait là-bas. Et à l'époque où les réseaux étaient que des réseaux scientifiques, et je me souviens avoir vu sur une quincaillerie une adresse web. On a très vite senti que le web, on commençait à le perdre. Enfin, pas le perdre, au sens, mais que ça devenait plus un instrument scientifique et que ça commençait à basculer vers autre chose. Et alors, quand M. Wojcik va à la conférence d'Annecy et découvre cette présentation de Tim Berners-Lee, vous êtes à Annecy aussi? Non, je n'étais pas à Annecy. Alors, il revient, il vous montre comment ça s'est passé, en fait, entre la démonstration, l'enthousiasme de M. Wojcik, qui se rend compte que là, il y a une solution, votre implication. Peut-être que M. Wojcik se souvient. Est-ce que c'est pas Robert Caillot qui est venu à Lyon? Je me souviens plus. Et j'ai invité tout de suite, je pense que c'était Caillot. Et est-ce que Tim était aussi venu avec... Est-ce qu'il est venu Non, aussi je ne crois pas qu'il était venu à Lyon. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a Robert une Caillot. personne de son équipe est venue presque immédiatement la semaine après ainsi à Lyon pour nous aider à installer les serveurs du CERN dans nos machines. Donc, et après, comme ils étaient sur place, tout le monde discutait avec eux, dont Daniel Charlet était là, et ça se développait comme ça.
Mais c'était eux, en fait, ils ont été au début, l'équipe de Tim Berners-Lee, comme le dit Voy, un petit peu des voyageurs de commerce. Hein, ils avaient envie que leur truc marche, donc là on était à côté d'eux, allez hop, il faut vite aller convaincre les gens d'INDP3 de démarrer, etc. Quand on démarre un projet, il faut bien se rappeler que Tim Berners-Lee n'a pas été soutenu par le CERN particulièrement sur ce projet. Donc du coup, comme il avait envie de démontrer que ça marchait, il a fait un peu de voyageur de commerce. Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu à Lyon. Je me souviens avoir vu Robert Caillot et Bibo. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait fait. J'ai encore le pins que m'avait donné Bibo, c'est des W3C. Mais voilà, donc au début... le W3C existait déjà ou c'est Non, un pin non, sur le Wide c'est Web, un peu- peut-être, oui. Mais ça, c'est c'est un- le W3C Ils avaient déjà... est arrivé assez vite. Oui, oui, mais c'est au moment, je crois, où Tim Berners-Lee part aux USA, en fait. Je ne sais pas si c'est pas un petit peu avant W3C. Bon, après, je ne me souviens plus. Ouais, Mais forcément, très vite, dans un truc comme ça, il il faut fallait une gouvernance. il fallait une gouvernance Ouais. et il fallait définir des standards. HTML était en train de se faire attraper par des opérateurs type Netscape, type Microsoft, qui commençaient à faire des extensions en langage et ça partait dans tous les sens. Il faut bien voir qu'au début, vous aviez des pages qui marchaient sur Mosaic, qui ne marchaient pas sur Internet Explorer. La guerre des navigateurs a été quelque chose d'assez horrible qui a échappé. À ce moment-là, l'outil échappe complètement au CERN, qui se fait manger par Microsoft qui ne croyait pas du tout au web, pourtant à l'origine. Et donc, en septembre, moi, je reviens toujours à ce moment-là pour essayer de... Donc, vous avez la visite de Robert Caillot qui va prendre la machine Next, qui va dessus... Ouais. Alors, installer quoi? On met C'est une suite, page. comment Donc, on met un serveur web sur le... Il met ce démon HTTP sur sa machine. On fait une page Alors, ça web. veut dire quoi? Mettre un serveur web? Alors, ça veut dire c'est rentrer mettre- des... Non, ça veut dire qu'on prend un bout de logiciel. Ce bout de logiciel est installé sur une machine. Et ce bout de logiciel, qu'est-ce qu'il fait? C'est un logiciel, le principe du web, il attend. Il attend qu'on lui demande quelque chose. Quand on lui demande quelque chose, il va le chercher et le distribue. Donc la première chose qu'on met, c'est ce qu'on appelle, au sens Unix, c'est vous qui êtes passionné par Unix, non? Un démon. Hein, c'est un démon qui attend des requêtes. Hein, et le résultat de ces requêtes, c'est une page web qu'on envoie. Et cette page web, en fait, c'est quoi? C'est du code HTML. Hein, c'est du code HTML pur dans un premier temps. C'est du code HTML qui est statique, c'est-à-dire c'est des pages qu'on a décrites avec ce langage HTML, ou c'est de l'HTML dynamique, c'est des pages qui sont générées à travers une passerelle qui a été inventée en même temps que le web, qui s'appelle le CGI, Common Gateway Interface, et ces pages web dynamiques ne sont plus des pages qui sont écrites en HTML, mais ce sont des pages qui sont faites en HTML, non pas par un humain, mais par un programme. On fait une requête à une base de données, on prend le résultat de cette requête à une base de données, on l'encapsule dans du HTML et on l'envoie vers le client. Et là, vous dites, enfin, Monsieur Wojcik disait que c'était assez simple de s'emparer de tout ça. Donc, Robert Caillot passe, c'est quoi? C'est une journée pour vous montrer tout ça? Peut-être même 1 heure ou 2 heures, je ne sais pas. Enfin, C'était relativement simple d'installer un logiciel qu'il avait sur une disquette ou je ne sais pas où. Et c'est vite fait, quoi. Et pourquoi alors? Donc vous créez cette première page et on la laisse un peu, comme je disais tout à l'heure, on la laisse un peu dans un coin. C'est trop facile. Non, mais on ne voit pas tout de suite. On ne voit pas tout de suite, même si on a installé cette première page, on ne voit pas tout de suite tout ce qu'on va pouvoir en tirer. Ouais. Hein. On ne s'aperçoit pas tout de suite qu'on va pouvoir mettre des fichiers, que ces fichiers vont pouvoir être attrapés à travers cette page, etc. Donc pendant un certain temps, tout ça reste un peu flou. Il va falloir un peu de temps pour que ça démarre un petit peu, hein, que les gens se disent « Ah bon, on s'en sert pourquoi ?» De toute façon, au début, on a codé des pages en HTML à la main, quoi. Ouais. Alors on va revenir là-dessus, on va marquer une très courte pause, si vous en êtes d'accord, de 5 petites minutes. Enfin, c'est 5 minutes, oui, de façon à aussi avoir un film qui n'est pas trop long, plusieurs épisodes, et revenir ensuite au